C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour les comptes de ces magazines décryptage. Mesdames et messieurs, c'est parti. Nous sommes au One Way Télévision. Nous émettons ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Deux invités nous font l'honneur de répondre à nos invitations parce que deux invitations ont été lancées pour eux. Nous aurons une édition très spéciale parce que ce sont des juristes qui feront l'objet de ces magazines, de ces numéros d'aujourd'hui. Nous avons voulu ainsi parce que la matière à traiter ou les matières à traiter exigent une expertise appropriée en la matière. Deux avocats de profession nous font l'honneur de répondre à cette invitation. L'un nous vient de l'opposition, Maître Béni Nzengou. Il est au cadre du parti Alliance pour les changements, parti cher à l'honorable président Jean-Marc Kabound. À Kabound, il est là, il va prendre part à cette émission. Face à lui, c'est un autre avocat, des professions également, Maître Papi Kalombo. Il est analyste politique, pro-pouvoir. Il est congolais bel et bien, mais il soutient tout ce qui vient de la part du président de la République démocratique du Congo. Avec les deux, nous aurons à exploiter trois sujets. Le premier concerne l'attitude du chef de l'État. Le président de la République est réticent au dialogue entre Congolais. Pourquoi cette attitude? Nous allons suivre une vidéo autour de laquelle le président a essayé un peu de donner un mot par rapport à ça. Deuxième sujet, ça sera quelle lecture font les deux juristes sur les procès, donc quelle attitude juridique, nous sommes purement juridiques, ils font sur le procès et la condamnation de Joseph Kabila. Vous en connaissez, cet ancien président de la République a été condamné à mort après un procès public qui a eu lieu ici en République démocratique du Congo. Est-ce que la procédure a été respectée? Qu'est-ce que nous pouvons recevoir sur le plan juridique? Aussi, nous chuterons par cet épilogue question autour de l'appréciation du franc congolais, les mesures prises par l'autorité monétaire qui est la Banque centrale avec le gouvernement en place qui a essayé de réévaluer les francs congolais face au dollar américain. Le président Kabound a dit un mot, il a fait une sortie, il a fait une déclaration quant à ça. Mes invités également vont dire un mot quant à ça. Pour commencer, déjà, je m'en vais commencer à ma gauche, à votre droite bien sûr, avec Maître Papi Kalombo. Bienvenue dans ce magazine, Maître. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation sur ce beau plateau. Et je dis également aussi merci à notre Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous puissions nous retrouver à ces jours ici. Et là aussi, je m'en vais saluer mon co-débatteur. Pourquoi pas les peuples congolais qui nous suivent en ce moment. Nous prenons toujours les débats républicains. Un grand plaisir de vous avoir. Vous avez un biscuit, vous avez une pensée avant qu'on entre dans le vif des sujets. Bon, évidemment, il n'y a pas assez de biscuits. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes en train de constater un problème sérieux dans cette ville, les problèmes liés aux embouteillages. Alors, je m'en vais ici tirer la sonnette dans l'arme à l'autorité compétente de faire en sorte que les voies officielles ou toutes les voies de la ville soient de plus en plus dégagées pour permettre aux paisibles citoyens de circuler comme il se doit. On ne peut pas quitter la ville pour arriver à la cité en faisant pratiquement 8 heures du temps en route. C'est une chose anormale. Alors, gérer, c'est prévoir du temps que l'autorité compétente prenne ses responsabilités. Que l'autorité compétente prenne ses responsabilités. Alors, on va commencer par le tout premier sujet avant de prendre la vidéo. Si vous voulez, on commence par la vidéo et puis on va... Oui, évidemment. D'accord. Alors, le président de la République, après avoir pris part dans
dans des assises aux États-Unis, je pense, si je m'en abuse, je sais pas. Après, il a été accueilli par les Congolais qui se trouvent de l'autre côté de la Belgique. Il a évoqué la question concernant sa main tendue vis-à-vis du président rwandais, qui n'est pas un signe de faiblesse. Le président de la République a évoqué également un sujet concernant les dialogues tant attendus, tant voulus par le peuple congolais. Nous allons suivre ce que le président a dit devant les Congolais, et puis nous allons revenir pour débattre. Les invités vont prendre la parole pour débattre. Gédéon, c'est parti. Depuis que nous avons réussi à endiguer cette agression barbare du Rwanda, quand ils ont appris, ils ont entendu parler du fameux deal que nous allons signer avec les États-Unis, qui n'est pas du tout un deal qui consisterait à brader les minerais de la République, mais ils se sont vraiment déployés comme jamais. Comme ils ne le font pas quand il y a des causes à défendre au pays. Mais pour ça, ils se sont vraiment déployés, tous, toutes catégories confondues, politiciens, religieux, société civile, tout ce que vous voulez, pour essayer d'empêcher, dissuader les Américains à faire ce deal avec nous. Donc pour laisser les Congolais dans la souffrance, ce que ça veut dire. Donc c'est pour vous dire combien nous avons d'ennemis dans ce que nous faisons. Mais nous n'avons pas peur de ça. Nous avons commencé ce combat bien avant eux, pendant qu'eux, ils buvaient du petit lait. Voilà. Nous étions déjà au combat. Nous connaissons ce que c'est, se mesurer à des puissances, à des gens qui se croient puissants. Nous sommes habitués à ça et ça ne va pas nous décourager. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Vous pouvez suivre vous-même parce qu'il n'y avait pas de secret dans ce qui s'est passé. Je l'ai fait ouvertement. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier. Parce que depuis un certain temps, vous ne le savez pas, c'est des batailles qui se passent dans les milieux diplomatiques. Vous n'êtes pas forcément toujours au courant, mais les initiés peuvent le savoir. Depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des va-t-en-guerre, alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions, en tant que victimes, le droit de nous défendre. Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc, moi, j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, ben, je tends la main maintenant pour dire, ok, alors, puisque vous dites que c'est nous qui voulions la guerre, ben maintenant je dis, nous voulons la paix, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous avons réussi à démasquer, évidemment, ceux qui se cachaient derrière cette manipulation. Et je vous dis que cette manipulation, elle va jusqu'à l'intérieur du pays. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant, voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui. Celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression.
La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord de condamner l'agresseur, de le nommer clairement et de le condamner. Et là, alors, on va dire, ce sont des patriotes qui peuvent se mettre à nos côtés pour parler dialogue. On ne parle pas dialogue avec des émissaires des agresseurs, qui d'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêt des agresseurs. Ils ne parlent pas d'intérêt des intérêts des Congolais. Il n'y a rien qui concerne les Congolais. Tout est tourné sur comment est-ce que on va. Alors ça, moi j'ai dit, ça n'arrivera plus. En tout cas, à moins qu'on me dégomme, on me tue. Mais tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que c'est à cause de ça que nous sommes toujours dans nos problèmes ici. Toutes ces farces qu'ils ont appelées dialogue et ceci, cela, qui se sont terminées par des brassages, des mixages. Voilà, Maître Papi Kalombo, vous avez suivi les propos du chef de l'État. Votre réaction? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis l'homme le plus heureux sur ce plateau en suivant, bien évidemment, le chef de l'État, de l'entame de la prise de la parole. Il a commencé par montrer à la face du monde qu'il est homme de paix. Donc, on ne peut pas s'en passer. Alors, puisque vous parlez de la réticence, moi j'aimerais bien, en tant qu'analyste politique, parce que je soutiens bien évidemment sa vision, c'est un homme qui démontre de plus en plus le sens du patriotisme. Parce que depuis qu'il est au pouvoir, il ne cesse de rappeler aux Congolais que le combat que moi je mène, ce n'est pas mon combat. C'est notre combat. Parce que nous tous, nous vivons dans un même pays. Alors, le pays est agressé. Commençons d'abord par défendre le pays. Comment on défend le pays? C'est en dénonçant, bien évidemment, l'agresseur. Parce que nous subissons une guerre d'agression. Nous subissons une guerre d'agression, mais vous allez vous rendre compte que certains compatriotes, notamment les opposants, ne veulent pas prendre cette question avec abnégation. Certains, puisqu'ils ont des appétits du pouvoir, ils pensent que le plus important, c'est de chasser Tshisekedi et récupérer le pouvoir. Ôte-toi que je m'y mette. Mais moi, je me pose la question. Si vous avez un pays où vous comptez véritablement diriger, commencez par défendre celui-ci. Il vous souviendra que il n'y a pas longtemps, il y a eu la fondation Thabo Mbeki qui avait fait appel à certains compatriotes que vous connaissez, les opposants notamment, d'aller là-bas parce qu'il y avait des questions qui devaient au moins discuter, et toutes ces questions-là, c'était tout autour du dialogue. La réponse du chef de l'État lors de la deuxième session du congrès de l'Union sacrée était très claire. Nous n'allons pas accepter une sympathie de gens qui nous donnent l'impression d'être avec nous, or en réalité, ils ne sont pas avec nous. Si réellement nous voulons faire les dialogues, mais nous devons d'abord rester soudés. Nous devons être unis et parler le même langage. Dès lors que vous avez des gens qui n'ont pas de position, il y en a qui les combattent en coulisses et après ils proposent les dialogues. Non, de tels dialogues ne sera pas un bon dialogue parce que ça va toujours accoucher une souris. Nous connaissons l'histoire de ces pays, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu plusieurs dialogues qui n'ont accouché que des souris. Alors, on ne peut pas faire les dialogues pour le dialogue. On fait un dialogue constructif avec des gens soucieux, avec des gens dotés du sens du patriotisme. C'est avec ce genre de personnes avec qui on peut faire les dialogues. Parce que le dialogue dans notre pays est permanent. Le chef de l'État n'est pas réticent à ce sujet. Il reste ouvert, mais seulement il demande à ses compatriotes
de comprendre la question épineuse de la guerre que nous subissons. Alors, s'il commence déjà à identifier, comme lui le fait déjà, à identifier l'ennemi, parce qu'elles ne veulent pas le dire. Ils sont là, ils se déclarent des opposants et tout ça. Mais lorsque le pays est agressé, vous viendrez diriger quel pays? Parce que c'est le même pays qui constitue un patrimoine commun. Alors, dès lors que vous avez quelqu'un, de par ses attitudes belliqueuses, comme il a toujours dit, continue toujours à nous agresser, alors que nous sommes là, au lieu d'être soudés, nous ne voulons pas, nous pensons que non, voilà, il fait cela pour ses intérêts, alors qu'en réalité, il est en train tout simplement de protéger la patrie. Donc le chef de l'État est dans cette logique-là, de protection de la patrie. Voilà pourquoi il demande à ses compatriotes de reconnaître cela, commencer par identifier l'ennemi et condamner-le. Comme ça, la communauté internationale va aussi suivre le même pas et ça va permettre cette fois-là à ce que les Congolais se trouvent autour d'une même table pour parler dialogue. D'accord. Maître Béni Nzengu, vous êtes opposant, vous êtes de l'opposition. Ce n'est plus un secret. Vous soutenez et vous êtes au cadre du parti Alliance pour les changements, de par vos couleurs, vos insignes et tout ce qui va avec. Le président de la République se montre de plus en plus réticent de votre demande parce que vous êtes parmi de ceux qui exigent ou ceux qui souhaitent à ce que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour parler des questions du pays. Mais le président, vous venez de suivre dans cet élément, comment il est, il veut bien le dialogue, mais il y a des conditions, il exige un certain nombre de choses aux opposants que vous êtes. Votre réaction, vos analyses par rapport à cette attitude réticente, s'il faut qu'on le dise ainsi, du chef de l'État, par rapport au dialogue dont vous demandez. Bien, monsieur le journaliste, merci pour l'invitation. Je tiens à saluer mon co-débatteur ainsi que les Congolais, chers compatriotes qui nous suivent en ce moment. Mais mes salutations particulières à tous les camarades et cadres de l'Alliance pour le changement, partie de la rupture et de la refondation de l'État congolais. Et de prime abord, je voudrais souligner quelque chose avant d'attaquer le sujet. C'est la souffrance que traversent les fonctionnaires de l'État et qui se trouvent affectés à l'institution la plus importante de la République, qui est le Parlement, et ici, au niveau de la Chambre basse, l'Assemblée nationale. Le régime de M. Tshisekedi ne nous fait que boucher les oreilles avec l'argent et les taux des billets et des dollars, ainsi de suite. Mais ces agents réclament plus de 6 mois d'impayement. Et ne sont pas les moindres. Ce sont, la majorité d'entre eux, sont de ce que nous appelons bureaux d'études. Et pour ceux qui connaissent le fonctionnement du Parlement, les bureaux d'études jouent un rôle très important dans l'accompagnement des actes parlementaires, des actes des parlementaires, en ce qui concerne tout ce qui est comme question orale avec débat et des sujets importants. Mais ces gens-là sont maltraités. Ils sont délaissés, mais en même temps, on nous parle de montants colossaux et on nous parle de doubler les salaires des députés, alors que ceux qui aident les députés à bien travailler sont marginalisés. Au-delà de eux, vous allez trouver qu'un certain nombre de compatriotes qui ont été engagés, recrutés dans des structures créées au niveau de la présidence de la République, créées au niveau des ministères, sont impayés de même manière. Donc nous demandons à M. Félix Tshisekedi et son gouvernement, parce que tout s'est fait sous sa vision, nous estimons que l'impayement de ces Congolais résulte ou relève de la vision du président de la République. Comme il a la vision dans tous les secteurs de la vie, voilà encore sa vision qui chapeaute ces impayements.
Arrivé sur la question des dialogues, monsieur le journaliste, vous savez, dans un état sérieux, je dis bien dans un état sérieux, si je parle comme scientifique, on ne parle pas de dialogue. Je vais scandaliser les gens. Lorsque vous gérez mal, on vous laisse terminer votre mandat, ça arrive à la fin. Mais si vous trouvez qu'on commence à parler les dialogues, c'est-à-dire que tu as raté même le minimum de la gestion de l'État. Et le minimum, c'est quoi? Quand vous prenez par exemple notre article 74 de la Constitution, nous sommes à l'article 74, le serment du chef de l'État. Du président de la République, attention, parce qu'il y a la différence entre chef de l'État et président de la République, c'est comme si 10 jours. Ok. Vous allez trouver que je prends les 2 points seulement sur le serment. Le président, lorsqu'il prête serment, il dit ceci. De maintenir l'indépendance et l'intégrité de son territoire. Là, ici, on parle de la République. C'est l'engagement qu'il a parmi tant d'autres de sauvegarder l'unité nationale. Lorsque vous allez prendre la gestion de M. Félix Tshisekedi, il n'a pas préservé et sauvegardé l'unité nationale. Il y a des fissures. Il n'a pas réussi à garantir et sauvegarder ce qu'on appelle l'indépendance et l'intégrité du territoire national. Il a trouvé les pays qui étaient dans ses frontières 2 345 000 km² qu'on sort. Mais aujourd'hui, nous avons un Nanga qui est venu, qui occupe une partie et dont il est incapable du point de vue militaire de sauver le pays. Mais il fait tourner le monde entier pour, je ne sais moi ce qu'il appelle dialogue, et qu'est-ce que je dis, diplomatie, parce qu'ici il ne dit pas dans la vidéo que vous nous avez balancée que les initiés peuvent le savoir. Je rappelle à M. Félix Tshisekedi qu'en matière de résolution des conflits des États, on ne prévoit pas ou on n'envisage pas la résolution diplomatique face à un rebelle. Les résolutions diplomatiques s'envisagent lorsque vous faites face à un État qui vous agresse. Parce que là, nous avons des souverainetés qui s'enfrontent, nous avons des armées qui s'enfrontent, mais vous ne pouvez pas, avec un rebelle et des Sirquois, fils du pays, avec son groupe, parler de la diplomatie. Non. Les genres d'attitude des personnes pareilles, il n'y a que 2 solutions. On les neutralise, soit on les arrête. Neutraliser, ça veut dire, si je passe même au niveau de neutraliser sa vie, parce que c'est la sûreté de l'État, on ne blague pas avec la sûreté de l'État. Et M. Tshisekedi a raté cela. Il dit, je ne discute pas avec les pantins. Ça veut dire, il les attaque du point de vue militaire. Mais en même temps, il part à Doha avec les pantins. Il discute avec les pantins, il accuse Kabila, il accuse Kagame, ainsi de suite. Maintenant, on s'est dit, mais c'est ça l'attitude belliqueuse dont il refuse d'admettre qu'il est. Parce que vous ne pouvez pas accuser que c'est le père de tel, mais vous refusez de causer avec le père pour aller discuter avec l'enfant. Il faudrait causer avec Kabila. Il faudrait causer avec Kagame. Mais lui, à la place de causer avec Kagame, il dit quoi? J'aimerais le dire même dans Lingala, comme il avait dit, Kagame a sakanana fachi betonte. À partir de Goma, nous pouvons faire quoi? Atteindre Kigali. Kagame, sérieux qu'il est, il a pris les propos au sérieux. Il a juste tenté l'homme et voilà, il sort son attitude belliqueuse. Et parce qu'il n'a pas pu. Maintenant, il part atteindre, dire non, voilà, écoutez, je tends la main. Non, monsieur, on ne tend pas la main quand on est faible. C'est celui qui est fort qui tend la main. Et donc, voilà pourquoi, d'où vient maintenant le problème du dialogue. Vous comprenez? Parce qu'avec tout ce que je viens de vous montrer, l'homme n'est pas en mesure d'assumer ses propos. Il est le matin, il te dit tu es X. Le soir, il dit non, je ne voulais pas dire tu es X. Je voulais dire que tu es Y. C'est juste tout simplement quand il faut enlever telle chose. C'est dans quel sens? Lorsqu'il vous dit, par exemple, je vais attaquer Goma, je vais convoquer les deux chambres. Mais lorsqu'on lui pose la question par vous les journalistes, il dit non mais écoutez, et tout ça, il commence à justifier. Et la même chose, le président Tshisekedi est champion dans la justification de ses propos.
En commençant du début, quand il était candidat président 2019, jusqu'à aujourd'hui. Je serai à Goma, je mettrai l'état-major là-bas. Non, il n'est pas nécessaire que je sois là-bas. Alors, avec toutes ces choses, monsieur le journaliste, vous trouvez que l'intégrité territoriale est par terre. La cohésion nationale est par terre. Parce que vous allez trouver que là où il faut frapper, M. Tshisekedi n'est pas là. M. Tshisekedi est là pour voir où est-ce que je vais trouver M. Beni avec son service de renseignement pour l'arrêter et les déranger. Avec ces actes, vous avez dérangé la cohésion nationale. D'où les dialogues. Alors, le président Kabound, notre autorité du parti, a proposé le dialogue à 2 niveaux. Le premier niveau, c'était le dialogue au niveau international. Niveau international ne veut pas dire qu'elle est causée avec Kagame, non. Il faut voir, cibler les personnes influentes qui entrent, qui encouragent Kagame à faire ce qu'il fait, y compris ses groupes armés. Lorsque vous réussissez à ce niveau-là, vous revenez maintenant au niveau interne. Et au niveau interne, c'est pour soulever toutes questions qui ont essayé un peu de frustrer la chose. Mais comme le monsieur est dans la politique de glissement déjà, il s'est dit, bon, maintenant, je ne dois plus convoquer le dialogue, il faut qu'il reste un peu, ce que vous avez appelé réticent. Non, il n'est pas réticent, il n'a pas la matière. Parce que la matière qu'il avait, c'était le changement de la constitution mal expliqué par ce juriste, dont l'un d'eux est en face de moi. Il va nous expliquer pourquoi. Parce que comment vous qualifiez certains articles d'être problématiques de la constitution, alors que la constitution elle-même ne vous bloque de rien. Alors que cette matière lui échappe déjà, il s'est dit, mais au dialogue, je vais discuter quoi? Parce que déjà, j'ai déjà tout dérangé. Alors nous, messieurs les journalistes, au niveau de l'Alliance pour le changement, que M. Tshisekedi convoque les dialogues, qu'il ne convoque pas. Tout ce que nous lui rappelons, c'est son serment de l'article 74. Il a le devoir de remettre le pays dans son intégrité territoriale. Qu'il fasse les dialogues ou pas, nous attendons à ce que le 23 décembre 2028, que les élections soient organisées pour que Kabound vienne corriger les erreurs avec le programme que nous avons de la refondation de l'État. Et donc, nous ne sommes pas les partisans des dialogues comme si nous les cherchons. Non, nous nous préparons pour les élections. Toutefois, en tant que Congolais, nous lui avons proposé. Nous lui avons dit, il faut. Mais s'il trouve que non, lui est savant, il ne veut pas discuter, il ne veut pas voir ça normal, nous lui demandons, remettez l'intégrité territoriale telle que tu l'avais trouvée. Et ça sera une bonne chose. Mais nous nous préparons déjà pour 2028. Et c'est là où nous voulons pour corriger les erreurs de M. Félix Tshisekedi, où le chef prend une décision le matin et le soir il ne sait pas s'assumer. Et il dit qu'il n'est pas d'une attitude belliqueuse, alors que depuis le début de son mandat, il a été toujours belliqueux. Merci beaucoup, Maître Beni Nzengou. Monsieur et dames, vous comprenez, c'est un opposant. Il dit ce qu'il pense. Donc, nous veillons au gré de chaque mot qu'il sort pour qu'il y ait de la calmie, qu'il y ait de l'élégance. Donc, jusque-là, tout va dans le bon. Donc, Maître, oui. Vous avez suivi, Maître Patrick Kalombo, vous avez suivi votre co-débatteur. On va vous relancer un peu. Je sais que vous avez des choses, je vous ai vu écrire. Vous allez revenir sur ce qu'il a dit, s'il y a des choses à éclairer. Mais comment trouvez-vous le président qui est prêt à dialoguer avec ce qu'il appelait hier Pantin, c'est-à-dire M23 AFC? Ils se sont retrouvés au Qatar, à Doha, ils ont parlé, ils ont échangé, c'était bien. Et ça, à un moment, ils disaient que ça n'allait pas. Mais ceux qui ont endeuillé les familles entières, qui ont tué les Congolais, enfin, le président accepte de les rencontrer. Ils se sont retrouvés avec les émissaires du président. Ils ont parlé au nom du chef de l'État. Mais pour les Congolais, le président pose un certain nombre de problèmes, des conditions. Je peux comprendre. Est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi la différence entre le dialogue ou les pourparlers que le chef accepte de faire avec les rebelles et c'est que demandent les opposants qu'ils refusent? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question qui du reste est pertinente. J'aimerais bien, avant d'aborder votre question, revenir tantôt sur ce que j'ai ouï dire sur ces plateaux. Et je suis
un peu sidéré. Sidéré pourquoi? Parce que à un moment donné, nous devons quand même rester patriotes. C'est vrai qu'il y en a qui se déclarent opposants, mais moi je sais que ce qui compte pour l'instant, c'est la patrie. Alors, mon co-débatteur a évoqué un certain nombre de choses. Faute du temps, je ne saurais pas revenir, mais j'ai retenu au moins quelques-unes. Et il parle du raté de la gestion de l'État par Monsieur le Président de la République. Bon, en évoquant bien évidemment l'article 74, parce que lui-même a évoqué la disposition de cet article, qui voudrait qu'il y ait la sauvegarde de l'unité nationale et bien d'autres, tout ça, l'indépendance. Bon, ok, je voudrais rappeler à mon co-débatteur. C'est Maître Béni Zengou. Maître Béni, mon estimé confrère. Alors, Maître Béni, vous êtes sans ignorer que le président de la République, c'est quelqu'un qui prône toujours la paix. Il prône la paix et voilà pourquoi il lutte contre tout ce que nous sommes en train de vivre ici. Il lutte contre la guerre d'agression. Donc c'est quelqu'un qui veut que ces pays reviennent sur les rails. Parce que lorsqu'il a accédé au pouvoir, il a trouvé pas mal de groupes armés. Et il y en a même aussi qui occupaient certaines localités. Nous avons vécu dans cette ville, dans ces pays, en 2018. Lors des élections, il y a des partis de territoire qui n'avaient pas voté. Suite à quoi? Suite aux atrocités. Ça signifie que les pays n'étaient pas en soi unis. Donc il y avait une partie du pays qui était occupée par les groupes rebelles. Alors, puisque vous parlez de la résolution diplomatique face à un rebelle, vous avez cité Nanga. Mais écoutez, Nanga c'est un patin, oui, un patin c'est quelqu'un qui fait un profil bas. Voilà, il est là, on le voit, mais en réalité c'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui fait quoi que ce soit. Il est juste utilisé à juste valeur. Donc le président de la République ayant compris que le maître c'est monsieur Kagame, le président rwandais, c'est lui qui est en train de faire tout ce que nous voyons ici. Et nous avons vu la logistique, c'est le Rwanda. Nous avons vu le militaire, nous avons vu même l'armée nationale, l'armée républicaine rwandaise à Goma. Lorsque l'armée avait fait d'assaut, avant que la ville de Goma soit occupée aujourd'hui par ce rebelle du M23/AFC. Donc on a compris directement que c'est le Rwanda qui est derrière toutes ces atrocités ici. Alors, par là, il parle de Doha, mais il oublie que tout n'a pas commencé là-bas. Tout a commencé à Nairobi, parce que les discussions ont commencé à Nairobi, avec l'ancien chef d'État kenyan, Uhuru Kenyatta, qui voudrait bien que tous les groupes rebelles qui se déclarent, qui ont des revendications, viennent autour d'une table. Et on doit les identifier. Est-ce que Kagame a accepté? Il n'a pas accepté. C'est ce qui a même poussé au chef de l'État de refuser ces assises. Et nous avons vu le Luanda, le 15 décembre 2023. 2024, Kagame vous a frappé. Alors, Kagame avait fait quoi? Il avait brillé par l'absence. Vous avez compris? Donc, il était question qu'on signe. Mais puisque nous sommes allés à Doha, mais écoutez, tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que le président fait, c'est pour l'intérêt général. Alors, la paix a aussi un prix. Là-bas à Doha, il n'est pas question de dialoguer directement avec le rebelle. Peut-être les gens ne le comprennent pas. Parce que nous avons un accord que nous avons signé à Washington. Cet accord, c'est entre États. C'est le Rwanda et la RDC. C'est sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Alors, puisque Doha, le Qatar, voudrait bien aussi entrer en jeu, et surtout que le Rwanda s'est senti un peu à l'aise à Doha qu'à Luanda. Alors on s'est dit, bon, puisque vous êtes en train de nous indexer que nous ne voulons pas la paix, nous allons vous démontrer que nous voulons la paix. Raison pour laquelle le chef de l'État est allé à Doha discuter avec Kagame. Avant que les assises ne commencent, il y avait d'abord les deux chefs d'État, nous avons vu, quand il avait déclaré que nous allons nous voir au ciel.
Peut-être c'était une métaphore. Les gens l'ont qualifié de tout le monde oiseau, mais il est resté égal à lui-même. Donc, c'est pour dire qu'il est hors de question de considérer que la diplomatie agissante qui est engagée par le chef de l'État, c'est quelque chose à négliger. Et pourtant, nous avons vu beaucoup de fruits que celui-ci est en train de produire. Maintenant, s'agissant de votre question, la différence entre les pourparlers qu'il accepte avec le rebelle et les dialogues qu'il refuse où il pose des questions aux opposants congolais. La différence. Bon, il n'y a pas de différence comme telle. Mais ici, il est question de voir les choses et les dire clairement. Pourquoi il refuse les dialogues avec d'autres Congolais, comme vous le dites? Il ne refuse pas les dialogues avec d'autres Congolais. Il est en train de rappeler à ces Congolais-là que nous sommes en face d'un agresseur. Et cet agresseur, vous le connaissez. Montrez à la face du monde que c'est lui qui nous agresse. Au lieu seulement d'aller faire le lobbying pour empêcher les deals entre la RDC et les États-Unis, en donnant une désinformation comme quoi que Tshisekedi est en train de vendre sa terre, il est en train de vendre les minéraux. Non, c'était une fausse information. Ici, il était question de faire un deal entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique, c'est notre partenaire. C'est notre partenaire de tout le temps. Alors, nous avons des minéraux stratégiques que les États-Unis ont besoin. Mais puisque nous voulons également aussi avoir une sécurité, nous disons non, quoi de plus normal? Au lieu d'aller chez le RSLR, qui est le Rwanda, venez directement à la porte, nous sommes là. Tout ce que vous avez besoin, nous sommes prêts à vous les donner. Quoi de plus normal d'accepter cela? Donc, il n'est pas question d'établir une quelconque différence. Le problème ici, c'est quoi? Les rebelles du M23/AFC, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui est derrière tout cela. Vous avez vu, AFC a son patron. Alors, lorsque nous allons aborder encore le deuxième sujet plutôt, nous allons vous le démontrer. Alors, ici, le président de la République reste égal à lui-même. Il ne se contredit pas. Il veut tout simplement que les Congolais comprennent que la paix a un prix. Mais puisque il y a des négociations, lorsqu'on fait des discussions, il y a des concessions. Alors, c'est ce qui est en train d'être fait. Mais sous la demande de qui? De la communauté internationale. C'est la communauté internationale qui voudrait bien que nous puissions être à Doha pour que, ensemble, qu'on trouve une solution. Pour la solution idoine, nous sommes d'accord d'être là à Doha, à Washington et un peu partout, pourvu que les Congolais vivent en paix. Pourvu que les Congolais vivent en paix, mesdames et messieurs, nous continuons avec ces magazines de cryptage qui reçoivent pour vous deux avocats, deux dignes fils du pays, Maître Papi Kalombo, analyste politique proche du pouvoir, et Maître Béni Nzengu, au cadre du parti Alliance pour les changements, parti de l'opposition lui également, et un avocat vertébré. Alors, Maître Béni, avant de prendre le deuxième sujet, vous reprenez aussi votre temps d'antenne, une deuxième séance, un deuxième tour, j'allais dire. Qu'est-ce qui vous gêne de faire carrément ce que le président de la République réclame? Ce n'est pas aussi difficile que ça. Il veut juste que vous soyez franc. Il veut que les opposants s'assument. Vous voulez un dialogue, vous voulez parler, même si vous attendez les élections 2028. Oui, mais il y a des choses à régler dont le président Kabound est aussi prêt à prendre part dans ces assises de dialogue. Mais le président vous demande, c'est ce qu'il vous demande, c'est simple. Nommez carrément l'agresseur, dites haut et fort ce qu'il est. Et puis, soyez sincères dans votre démarche et le reste viendra de soi. Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous dérange quant à ça? Monsieur le journaliste, merci. Vous devez savoir qu'il n'y a pas un monsieur sincère et très disponible pour donner quelque chose d'importance pour son pays comme Jean-Marc Kabound. Si vous le suivez bien, il a nommé l'agresseur plusieurs fois. Mais M. Tshisekedi, le président de la République, nous demande de nommer l'agresseur. Qui a donné à l'agresseur les béquilles pour avancer? C'est nous.
il qualifiait l'opposition et a pété Anzala. Donc, il n'a qu'à faire ses affaires. Nous sommes Yapété, nous sommes Anzala. Mais qu'est-ce qu'il demande à l'opposition? Parce que tout ce que l'opposition parle, c'est pas bon. Donc, M. Félix Tshisekedi n'écoute que sa bande de 680 partis politiques de l'Union sacrée. Non, mais vous voulez qu'on dise quoi? Nous avons dit ce qui est essentiel. Alors, quand il n'a pas compris, nous disons les élections. Parce que nous, le problème, ce n'est pas les dialogues. Mais le mal pour nous, vous savez, si nous disons qu'il faut dialoguer, c'est parce que nous disons ceux qui souffrent beaucoup, ce sont nos Congolais. À Kinshasa, peut-être, on prend un peu une bière. Mais à l'Est, on ne prend pas. Vous comprenez? Mais s'il peut nous dire, monter en puissance de l'armée, tout ça, je viens de le dire ici, chers journalistes. Je rappelle à mon co-débatteur qu'un rebelle, on le neutralise. Votre diplomatie agissante là a commencé depuis 2021. Bunagana n'était pas encore pris. On prend Bunagana, diplomatie agissante. On avance, diplomatie agissante. On est jusqu'à arriver à Goma, diplomatie agissante. Ça, c'est quelle diplomatie ça? Donc vous êtes en train d'amener les Congolais dans... Regardez le niveau des policiers, des militaires. Une femme qui vient avec un truc ici de plastique. Regardez l'arsenal de perturbations, de palpitations que nous avons connues sur la ville de Kinshasa. Mais si c'était un groupe de rebelles bien armés, ce jour-là, on n'allait pas dormir. Vous comprenez? Donc ici, je rappelle à M. Tshisekedi son serment de l'article 74. Au cas contraire, il tombera dans la haute trahison de la République et nous serons heureux de lui voir derrière la Cour constitutionnelle pour être jugé. Parce que lorsque vous ne respectez pas ce serment, c'est une forme d'infraction. Le serment, c'est un engagement. Ce n'est pas n'importe quelle chose. Quand on viole le serment, mon confrère le sait, s'il viole le serment tel qu'il est là, il a des sanctions, n'est-ce pas, qu'il va subir. Mais quand au niveau le plus haut sommet, les chefs de l'État violent les serments, il n'arrive pas à appliquer son serment. Sa place sera où? Donc, il faut vous attendre que M. Félix Tshisekedi sera derrière la Cour constitutionnelle pour avoir commis l'infraction de la haute trahison. Parce qu'il a violé ce serment ici. C'est la haute trahison. Il a juré de sécuriser et de défendre l'intégrité territoriale. Et aujourd'hui, Goma n'est pas dans l'intégrité territoriale. Mais il se bat, il est dans tout le salon. Monsieur le journaliste, j'ai dit déjà, est-ce que vous devez vous pas les bras, vous devez vous convenir avec moi ici que s'ils ne le savent pas au niveau du pouvoir, que M. Félix Tshisekedi est déjà dans l'infraction. Qu'ils s'attendent, je suis en train d'interpeller le procureur général près la Cour constitutionnelle de commencer à bien regarder l'attitude belliqueuse du président de la République. Parce qu'il a aussi le devoir de sécuriser la Constitution. Vous n'allez pas l'intimider quand même, monsieur? Non, je ne l'intimide pas, je lui rappelle seulement que monsieur le procureur, je suis en train de vous interpeller. Ici, il me suit, que vous avez un prévenu qui répond à vos compétences, il faut bien les surveiller. Merci. Donc, comme je l'ai rappelé, qu'il puisse bien les surveiller, nous attendons, ici il reste 2 ans, quelques jours, nous attendons les élections. Au cas où, monsieur le président Félix Tshisekedi cherchera encore des crocs en jambes, je rappelle encore au procureur de veiller sur ça. Au cas contraire, la route sera inondée et il se rappelle bien qui est Jean-Marc Abound et qui est ses lieutenants. Nous serons dans la rue et il manquera comment gérer la République. Alors, nous allons continuer, mesdames et messieurs. C'est votre magazine Décryptage qui continue. Nous passons au sujet suivant. Je commence cette fois-là par vous, Maître Béni, parce que Maître Papi avait ouvert le premier sujet, le deuxième. Et vous et moi avions suivi les procès Joseph Kabila. C'était un procès public, condamné. Et juste après, quelques temps, ces derniers réunissent quelques opposants de l'autre côté de Nairobi au Kenya, créant ainsi cette plateforme dénommée Sauvons la République démocratique du Congo. Une question vous est posée. Quelle analyse juridique faites-vous du procès et de la condamnation de ces derniers? Et votre point de vue sur la création de cette plateforme
réunissant autour de lui, nous parlons de Kabila, quelques autres opposants. Merci beaucoup pour l'honneur que vous m'accordez, monsieur le journaliste. Je suis légaliste, j'aimerais rester encore dans la légalité. Je rappelle ici aux compatriotes la disposition de l'article 17 de notre Constitution. J'aimerais prendre seulement l'alinéa, le deuxième alinéa. Il est dit ceci: nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu, condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Toute personne doit être condamnée. Toute personne doit être poursuivable. Nul ne peut être au-dessus de la loi ou de la justice. Les poursuites de M. Joseph Kabila, nous ne sommes pas contre, mais ça n'a pas respecté la disposition dont je viens de vous lire. Parce qu'on dit vous devez être condamné que conformément à quoi? À la loi et tel que la loi prescrit. Je pose la question au pouvoir. Joseph Kabila, de par la Constitution, pour ne pas citer son nom, il est sénateur à vie. N'est-ce pas? Lorsque vous allez, vous vous dites, vous avez levé ses immunités. Alors que son statut juridique n'est pas le même avec un sénateur élu. Parce qu'un sénateur élu a un mandat de 5 ans, mais lui a un mandat indéterminé. Donc son mandat est lié à sa vie. Quand il meurt, son mandat fait quoi? Termine. Faisons la logique. Nous avons étudié avec vous la logique. Tout à fait. Logique formelle. Ça veut dire que dans la logique formelle, les immunités de M. Joseph Kabila est liées jusqu'à quoi? À sa vie. Et donc, lorsque vous les condamnez, c'est là où la justice et les avocats de la République et les régimes ont échoué. La condamnation devrait avoir comme sanction, n'est-ce pas, l'annulation. Ou, comment je peux utiliser un terme simple, l'enlèvement, comment dire, attaquer son statut de sénateur. C'est-à-dire qu'on devait supprimer, c'est-à-dire l'addition de la justice devait supprimer ces immunités-là, pour dire il n'est le plus. Parce que ces immunités, n'est-ce pas, restent liées à la personne. Alors vous dites que vous avez enlevé les immunités de Joseph Kabila. Non, le Sénat n'était pas compétent pour enlever les immunités. Je vais vous dire pourquoi. Les immunités de Joseph Kabila n'est pas les immunités données par un député provincial. Ce sont les immunités données par les peuples congolais à travers le scrutin, n'est-ce pas, universel direct, où il est sorti président de la République. Donc il est venu avec ces immunités-là par rapport à l'honneur de la fonction précédente qui lui amène jusqu'à une institution qu'on appelle Sénat. Et donc, lorsque vous voulez lever ces immunités, c'est là où ils ont échoué. Je vais vous dire ici la technique qui devait être faite, c'est-à-dire que ces immunités qui sont données par le peuple congolais, c'était au peuple congolais de l'enlever. C'est ça ce qu'ils n'ont pas compris dans cette constitution. Parce que ces immunités sont des immunités liées inutiles au personnel, jusqu'à sa mort. Donc c'est les Congolais qui ont donné ces immunités. Est-ce que vous comprenez la technique? Très bien. Alors vous êtes sénateur avec un mandat déterminé. Vous enlevez quelqu'un qui a les immunités liées à sa personne. Maintenant, quand vous les condamnez, la question qu'on pose des droits, heureusement j'ai en face de moi un éminent juriste. Les immunités de Joseph Kabila sont-ils enlevées? Sont-ils perdus? Ou c'est resté? Pas si vous dites que vous l'avez condamné à mort, mais si vous ne l'avez pas encore récupéré, il a ses immunités. Deuxièmement, cette condamnation à mort viole aussi la Constitution. Je vous épargne les articles, les confrères le savent. Parce que quand vous prenez l'article 5 du Code pénal congolais, qui détermine le nombre des peines à donner, la peine de mort est là. Mais cette peine de mort a une barrière qu'on demande au président de la République de prendre l'ordonnance, n'est-ce pas, pour déterminer la modalité d'application. Tant que l'ordonnance n'a pas été prise en droit, ça veut dire qu'on ne peut pas faire application d'une disposition qu'on demande soit au ministre de tutelle, soit au Premier ministre de prendre une loi cadre ou une loi d'application. Comment un juge peut se permettre de continuer à condamner à mort alors que nous n'avons pas la loi d'application? Deuxièmement, du point de vue des droits internationaux, les condamnations à mort sont qualifiées comme des condamnations barbares et inhumaines. Donc ça n'existe plus. Et nous, RDC, nous avons ratifié
tout ce qui est comme documents internationaux liés à la vie de l'individu. Quand vous prenez l'article 68, si j'ai une bonne mémoire, on vous dit même que même en cas d'état de siège ou d'urgence, la vie ne peut pas être ôtée à la personne. Et donc, vous comprenez que la condamnation, elle viole le prescrit des droits internationaux. La condamnation viole la Constitution. La condamnation viole même la règle de la chose. Donc, c'est une condamnation nulle de fait. Quand les prémices sont mal engagées, on n'aura pas une conclusion valide. On n'aura pas une conclusion valide. Merci. Alors, c'est pour vous montrer que cette affaire, c'est une distraction. J'aurais souhaité que le procès soit bien organisé, que la procédure soit bien respectée. Et si on nous demandait, nous, quelle est notre technicité, je me pose cette question, je réponds. Joseph Kabila devait être jugé à la Cour constitutionnelle. Je préfère que vous me donnez le temps pour venir vous démontrer techniquement comment on devait arriver à être jugé là-bas et non à la haute cour militaire. Merci, merci. On reviendra pour une autre émission très bien appropriée. Donc, nous en sommes partants par rapport à votre demande. Mais vous n'avez pas dit, s'agissant de la création de la plateforme. Ah, excusez-moi, donnez-moi même une minute. Allez-y. Non. La liberté de se réunir est un droit fondamental. Moi, je suis légaliste. Même si il est qualifié de tout ce qu'on dit, il est libre de s'organiser avec ce qu'il veut s'organiser. Aux Congolais d'apprécier et de juger. Mais pour nous, Alliance pour le changement, nous ne sommes ni de près, ni de loin de cette organisation de Nairobi. Nous avons, pour votre information, une plateforme que nous avons déjà lancée ici, au sein de la République démocratique du Congo, qu'on appelle CGC, c'est-à-dire Coalition de la gauche congolaise, où nous avons réuni plus de 20 partis politiques qui défendent les socialistes. Et donc, nous avons notre plateforme déjà mis en place qui se prépare déjà en avance pour les élections. C'est ainsi ici dit, avec Jean-Marc Aboun, nous implantons les partis, nous disons au pouvoir. Et surtout, M. Félix Tshisekedi, que nous attendons qu'il y ait élection le 23 décembre 2028. C'est tout ce que nous attendons. Et donc, l'organisation de Nairobi ne nous concerne pas, nous ne sommes pas là, nous n'avons même rien à dire, oui ou non, bon ou mauvais, ils sont libres, c'est une liberté fondamentale, ils peuvent s'organiser comme ils veulent, et nous sommes déjà organisés, et nous continuons de nous organiser autrement pour le bien-être du Congo, et surtout d'imposer notre programme de gouvernance, qui est la refondation de l'État. Mais je reste avec vous, maître Béni. Une liberté, vous avez dit, nous sommes dans un pays démocratique, vous avez évoqué tous les éléments, mais quel n'est pas les constats de voir quelques membres qui ont pris part à leur retour ici, on a mis la main sur eux. Il y a Sekitouni qui a été interpellé puis relâché, il y a également Théophile Bemba qui a été pris également, relâché. Est-ce que c'est un signe fort? C'est ça la violation de l'article 17 encore que je viens de vous dire. Nul ne peut être arrêté, poursuivi, condamné qu'en vertu de la loi. Ces services de renseignements qui interpellent ces gens-là, j'aurais voulu qu'ils soient puissants comme ça pour nous démontrer comment Goma ne devait pas tomber. Parce que ces services qui ont dit que c'est Kabila qui est n'est-ce pas, le patron de l'AFC M23. Qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau des services de renseignement pour bloquer cette affaire afin que Nanga arrive à Goma? C'est du n'importe quoi. C'est un régime de barbarie. Merci. C'est de la barbarie. Béni. Alors, en même temps, ils se disent un parti démocratique et ils défendent l'état des droits. L'état des droits, c'est l'état aussi où on respecte les droits des autres, de se réunir. Et le monsieur Tshisekedi n'est pas seulement quelqu'un qui est au pouvoir, il a les devoirs constitutionnels de sécuriser. C'est là où je dis que le problème de la cohésion nationale. Avec toutes ces choses comme ça, les messieurs ne contribuent pas à la cohésion nationale du pays. Et c'est ça la violation de l'article 74 dont j'interpelle ici le procureur général près la Cour constitutionnelle de veiller à son prochain prévenu qui est le président Félix Tshisekedi. Voilà, vous l'avez suivi, il a suffisamment du temps. Ce qui me plaît sur ce plateau, c'est que les invités sont disciplinés. Vous avez entendu plus de 10 minutes, maître Béni Nzengu, opposant à son temps d'antenne, maître Papi Kalombo est resté silencieux, est resté très poli, très discipliné et vice-versa. Je suis content
Vous qui nous suivez à la maison, chaque fois que vous venez dans cette émission, nous avons besoin de ces genres d'attitudes. Nous avons besoin des Congolais qui réfléchissent. Ici, nous ne sommes contre personne. Nous parlons Congo, nous réfléchissons la République démocratique du Congo, raison pour laquelle nous accordons la parole à tous les enfants du pays, tous ceux et celles qui veulent parler Congo. Nous leur accordons l'occasion d'en parler et puis de contribuer tant soit peu, d'une façon ou d'une autre, au bien fondé de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Maître Papi Kalombo, vous trépignez d'impatience. Je suis très content de votre attitude, raison pour laquelle je reviens vers vous. C'est maintenant à vous de parler. Maître Béni va vous écouter. La même question, cette question qui prend place de la thématique suivante. Kabila, jugé et condamné. Ici, nous avons vu tambour battant. Après un moment, on le voit avec quelques opposants au niveau de Nairobi au Kenya pour créer cette plateforme appelée Sauvons la République démocratique du Congo. Vous allez faire d'une pierre plusieurs coups, ou 2 coups si vous voulez. D'abord, votre analyse juridique comme juriste de la procédure du procès, la tenue du procès et son accomplissement par une condamnation de Joseph Kabila Kabange. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Encore une fois, de la parole que vous nous accordez. Après avoir suivi religieusement mon co-débatteur, Maître Béni, je suis très content parce que il a soulevé pas mal de choses. Étant juriste, bien évidemment, puisque la question fait partie de notre domaine, nous devons quand même épiloguer là-dessus. Alors, commençons par votre question. J'aimerais d'abord rappeler à mon estimé confrère, Maître Béni, pour qui j'ai beaucoup d'estime, que M. Kabila étant sénateur à vie, un statut considéré comme titre honorifique. Et au regard, bien entendu, de la loi organique du 26 juillet 2018, la loi portant statut des anciens chefs d'État. Alors, si vous lisez cette loi scrupuleusement en son article 5, il y a un certain nombre d'obligations qui lui incombent. Mais malheureusement, il n'a pas obtempéré à ces obligations. Je cite ici, vous avez l'obligation de se réserver, de dire n'importe quoi au micro, et je ne sais moi où. Et vous avez également l'obligation de dignité. Kabila étant sénateur à vie, il devait rester digne. Parce que nous voyons partout dans le monde, là où il y a les anciens chefs d'État, on peut les utiliser. Comme ça était le souhait du chef de l'État, de faire de lui un pacificateur du règlement de différends à travers le conflit qui se dégage un peu partout. Il avait ce souhait-là de faire de lui pacificateur. Mais malheureusement, l'homme est resté incarné dans son carcan de militaire, alors qu'en 2006, tout le monde le sait, qu'il avait déjà démissionné comme militaire. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il avait ce droit-là de postuler en tant que candidat président de la République en 2006. Et élu même en 2006. Alors, c'est pour dire quoi? Il n'a pas obtempéré à ses obligations. Il n'a pas obtempéré à l'obligation de patriotisme. Parce que la loi que lui-même a promulguée lui interdit de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi, de respecter le pays que lui-même a eu à diriger. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, vous allez comprendre que l'homme n'a pas respecté ces obligations-là. Maintenant, de quoi parlons-nous? Parce que j'ai suivi mon co-débatteur, mais il est juriste chevronné. Il est juriste chevronné, il sait bien de quoi il s'agit en ce qui concerne le procès de Kabila. Kabila, ce n'est pas quelqu'un qui s'est réveillé un bon matin parce qu'il ne veut pas de sa tête, il dit non, voilà, on doit les traîner en justice. Non. Il y a eu bien évidemment des faits et des faits qui sont vérifiés et vérifiables. Alors, nous avons ici affaire à des crimes
à caractère international. Ce sont des crimes internationaux, notamment les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité. Alors, tous ces crimes-là, ce sont des infractions à caractère international qui sont érigées dans l'article 5, 6, 7, 8 du statut de Rome. Nous sommes signataires du statut de Rome. Donc, lorsque vous commettez ce genre d'infractions, même la communauté internationale peut se soulever. C'est-à-dire que ce sont des infractions qui ne nécessitent pas seulement les pays du concerné. On peut voir un autre pays s'ingérer. Pourquoi? Parce que ça touche la paix mondiale. Ça touche la paix mondiale. Alors, maintenant, d'après les faits qui ont été amenés chez l'auditeur général du FARDC, alors il s'avère qu'il est pour ces crimes dont je venais de citer. Alors, ici, on ne peut pas blanchir qui que ce soit. Nous sommes dans un pays où il y a un état de droit. L'état de droit voudrait que tout le monde puisse respecter la loi. Il parle ici de la violation du serment et consorts. Non, mais quand il parle de ça, c'est parce qu'il fait allusion, bien évidemment, à l'état de droit. Alors, lorsque le pays qui est où on trouve un état de droit fait son travail, donc les instruments sont là, les cours et tribunaux qui font leur travail en poursuivant un individu ayant commis de manière directe ou indirecte, c'est-à-dire par le biais de, alors, des crimes dont je venais d'évoquer ici, pour qu'il puisse écoper cette sanction qu'on appelle la peine de mort, je ne vois aucun mal. Donc vous savez, dans ces pays, c'est comme si on fait quelque chose de son contraire. Il parle ici de Kabound. Kabound, je le suivais en 2018. Il martelait beaucoup plus sur l'impunité. Alors, qu'est-ce que lui entend par l'impunité? Mais lorsque quelqu'un commet une infraction de grande envergure, on ne peut pas les poursuivre. On laisse cette personne-là et après vous allez crier encore au non-État. Oh non, voilà, ça c'est quel État où on laisse les gens impunis? Non, on doit quand même faire montre à quelqu'un que l'état de droit existe bel et bien. Ce n'est pas parce que nous sommes contre Kabila. Non, le problème ici, Kabila c'est un citoyen. Mais lorsqu'il va à l'encontre des règles telles que prévues par les dispositions légales, tant nationales qu'internationales, il doit être poursuivi. Il vous parle de la peine de mort, il dit non, cette peine-là est révolue. Non, non, ça c'est faire peut-être de l'amalgame. La peine de mort existe bel et bien. Parce que si ça a été élagué, on n'allait pas retrouver ça dans l'article 5 du Code pénal. Vous comprenez? Donc l'article 5 énumère les infractions, notamment la peine de mort. C'est une peine capitale. Et elle a été instaurée dans le seul but de dissuader les gens qui commettent des bavures, des gens qui prennent les armes pour renverser les régimes en place, des gens qui sont là pour détruire, donc planifier, à éliminer, exterminer donc, tout un village, toute une localité de gens comme ça. La peine de mort doit demeurer. Mais lorsqu'il vous dit que non, ça doit être appliqué, mais écoutez, nous sommes un pays souverain. La souveraineté voudrait que les pays fassent ce qu'ils veulent. Alors, on ne peut pas ici, puisque j'entends même les archivistes des droits de l'homme, que j'aime bien, ils vous disent non, voilà, nous devons quand même préserver la vie humaine. Moi, je ne suis pas contre, mais au moins je me dis, on doit quand même dissuader ce genre de personnes qui s'illustrent dans des sales habitudes en prenant les armes pour renverser un régime démocratiquement installé. Alors vous voulez les renverser, pourquoi? Alors c'est pour cette raison nous disons non, il est hors de question. La procédure pour chiter, la procédure a été bel et bien respectée. La procédure a été bel et bien respectée. Lorsqu'il dit non, le Sénat n'a pas le pouvoir d'enlever les immunités, mais écoutez, mais il est sénateur à vie. C'est-à-dire, il fait partie du Sénat. Le règlement intérieur du Sénat organise un certain nombre de choses à faire. Et la procédure a été bel et bien respectée. C'est pour cette raison que les cours et tribunaux, au regard du réquisitoire qui a été brossé par l'auditeur général du FARDC, parce qu'il a respecté l'article 8.
L'article 8 de la Constitution voudrait qu'une personne poursuivie puisse connaître le fait pour lequel elle est poursuivie. Et on doit lui parler de ça en temps réel. C'est ce qui a été fait. Et je crois que tout le monde avait suivi à la télé. Les réquisitoires ont été brossés en bonne et due forme. Et la peine est tombée. Alors, nous attendons l'exécution bien évidemment. Mais jusque-là, nous pouvons quand même considérer qu'il a été condamné. Mais puisque vous parlez du dialogue, la rencontre... La création de la plateforme... Écoutez. Sauvons la RDC. non, mais vraiment, il est plus... il est intelligent. Mais il veut créer une diversion. La diversion, c'est laquelle? La diversion, c'est que, autrefois pointé comme le patron du AFC, alors il s'est dit, AFC qui se déclare mouvement politico-militaire de l'opposition, alors lui il s'est dit non, si je reste dans ces carcans, alors je risquerais de disparaître. Autant mieux créer mon propre mouvement. C'est pour cette raison, vous avez vu, même Moïse Katumbi n'a pas répondu. Parce que là, maintenant, il y a un problème, bien évidemment, du leadership. Donc, Moïse Katumbi s'est dit, bon, écoutez, malgré tout, nous avons les mêmes objectifs. Mais, ici, je ne peux pas aller parce que sinon je serais voilé. Alors que j'ai été le deuxième. Fayoulou aussi n'était pas là. Fayoulou n'était pas là. Fayoulou, vraiment, non, oui, il a brillé par l'absence parce qu'il a compris finalement que non, on ne peut pas aller là-bas. Et si vous remarquez. Le président Kaboundou non plus n'était pas là. Bon, lui aussi, il a fait son. Bon, comme toujours, il fait des tweets et tout ça. Et d'ailleurs, lui, parce que mon co-débatteur parle ici de l'opposition, Jean-Marc Kabound. Bon, écoutez. Et bon, je ne voulais pas peut-être le vexer, mais moi je sais une chose. Jean-Marc Kabound, consciemment, il sait qu'il n'a pas encore le profil de diriger la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que vous faites dire mais ça? Écoutez, je vais vous les démontrer. Il a été aux côtés du Sphinx délimité pendant plusieurs années. Mais, écoutez, il ne suffit pas d'être aux côtés du Sphinx. Ici, c'est un problème de carrure. Il n'a pas la non, moi j'aime bien sa façon d'être. Bon, c'est quelqu'un, il est charismatique, oui. Alors là, je peux au moins apprécier à juste valeur. Mais je me dis, en ce qui concerne la carrière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Vous n'avez qu'à remarquer, on a besoin dans ces pays d'un président rassembleur. Un président à l'écoute de tous. Alors, pensez-vous que Kabound, à la tête de ces pays, il sera en mesure d'écouter quelqu'un? Pendant qu'il est encore dans l'opposition, il n'écoute personne. Comment il va écouter? Il va écouter des milliers et des milliers de personnes qui ont besoin de lui amener l'air déshydratée. Voilà, un débat houleux avec deux scientifiques, deux éminents avocats. Vous et moi avions suivi et avons appris beaucoup de choses sur ces plateaux. Nous sommes talonnés par les temps, nous chitons au cours de cette émission. Alors, maître Papi, je voulais dire un mot aussi. Si ça peut aller. Vous permettez qu'il dise un mot quand même? Oui, et puis allez, maître Béni, oui, vous avez quelque chose à dire? Non, il y a quelque chose que je dois rappeler à mon estimé co-débatteur. C'est tout que qu'il n'y a pas aujourd'hui en RDC un monsieur qui est à la hauteur pour amener les choses au bon port comme Jean-Marc Kabound. Et il est seulement question de questionner l'histoire où les sphinx pouvaient dire amener les gens au pouvoir, amener les partis au pouvoir. Et si aujourd'hui vous soutenez Félix Tshisekedi, président de la République, vous devez être reconnaissant de dire Jean-Marc Kabound merci. Parce que n'y était pas vous, nous ne serions jamais arrivés là où nous sommes. Donc il est celui qui a créé à ce que l'existence qui était dans l'invisible soit visible. Donc il est la personne qui dispose de la carrure qu'il faut, de la maîtrise de l'État. Et je vous invite, peut-être c'est à distance, je vous invite, c'est un homme ouvert, de lui rencontrer et qu'il discute avec vous sur le programme de gouvernance et sur le reste. Et je crois que vous allez sortir très édifié. Donc, rassurez-vous qu'aujourd'hui, et la preuve, c'est que depuis que Jean-Marc Kabound a quitté Félix Tshisekedi, il est devenu très belliqueux et tout ce qu'il pose comme acte, c'est vraiment compliqué. Et une petite chose, maître avait juste oublié, pour rappeler aux téléspectateurs, c'était pas l'article 8 par rapport aux infos. L'article 8, c'est pour nous les opposants, c'est l'article 18
qui exige à ce que toute Oui. personne interpellée Oui. soit tout ça. Mais je voulais préciser encore une petite chose. Lorsque la loi détermine quelque chose et que quelque chose là n'est pas appliqué, cette disposition ne peut pas être appliquée. Maître Larry dit bien ici, comment dirais-je, par rapport à l'article 5, que la peine de mort fait partie de l'arsenal des condamnations que nous avons. Mais exceptionnellement pour cette peine, vous allez trouver que les restes de peine, le législateur n'a rien dit. Parce qu'il y a même des peines selon quoi on peut même vous condamner, vous mettre à disposition du gouvernement. Mais pour la peine de mort, le législateur vous renvoie à l'article 6. Il vous dit ça ne peut qu'appliquer et que conformément à l'ordonnance du président de la République. Et donc, comme l'ordonnance n'est pas encore signée, ça veut dire c'est tout simplement normal. Cet article, cette condamnation tombe caduque. Donc il reste seulement dans l'arsenal, mais son application, parce que quand le juge dit je te condamne à mort, le mode d'application doit se faire par rapport à quoi? Donc soyons ici cohérents et sincères de reconnaître que cette condamnation est frappée par l'inapplicabilité à partir de l'article 6 du Code pénal. Je ne lui apprends rien, il connaît cela. Donc qu'il évite de défendre pour défendre, il le sait très bien. Donc la condamnation, quand nous disons nous, et puis pour terminer sur ce point-là, monsieur Joël, excusez-moi, nous à l'Alliance pour le changement, nous ne défendons pas ou nous ne disons pas que non, on a mal fait de condamner Kabila. Je l'ai dit ici, que toute personne doit être poursuivable, et poursuivable plutôt. Mais tout ce que nous réclamons, c'est le respect des normes. Si on respecte les normes, il n'y a pas un problème. Si Kabila s'est méconnu, c'est son problème. Mais ici, tout ce que nous avons souhaité, que la procédure soit faite. Regardez la manière dont on a condamné Kaboul. Vous voyez un peu ça? Donc, une procédure malade comme ça, et puis on dit, bon, voilà, tout, et puis on lui met là-bas. Mais aujourd'hui, il y a la jurisprudence au niveau de la Cour de cassation. Pourquoi on n'a pas mis Moutamba et les autres en prison? Pourquoi c'est 2 poids 2 mesures? Aujourd'hui, Moutamba est gardé quelque part. Après, vous allez dire que nous sommes dans un état de droit. Donc, cette justice a été organisée seulement pour Kabound, de lui mettre dans les cellules de 3 mètres sur 2, alors que l'autre est quelque part. Donc, voilà, c'est ce que nous disons, que défendons l'état de droit par lequel nous et vous, nous nous sommes bâtis pendant des années. Voilà. Oui. Vous avez également... allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Non, je voudrais revenir sur la peine de mort. Tout en rappelant aussi à mon co-débatteur qu'il y avait un moratoire. Et ce moratoire a été déjà atteint parce que il vous souviendra que l'ancienne ministre de la Justice, Madame Rose Mutombo, qui avait pris, je crois, une circulaire pour mettre fin à ces moratoires. Et ce n'est pas en vain que j'ai évoqué la souveraineté, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, on attend l'exécution et tout ça, mais je peux déjà vous les dire, suivant la politique criminelle, que la peine de mort sera bel et bien exécutée. Voilà un peu ce que je voudrais... Il faut que l'ordonnance soit prise quand même. Mesdames et messieurs, nous sommes talonnés par les temps, comme vous le savez bien, la télé c'est les temps. On me fait signe que nous avons épuisé notre temps d'antenne. Malheureusement, on ne prendra pas la dernière thématique, le dernier sujet sur la position du président Kabound face aux mesures qui ont été prises par la Banque centrale et le gouvernement pour réévaluer le franc congolais. Maître, vous avez un mot à dire? Vous pouvez dire ça rapidement? Oui, très rapidement, ce que nous voulons, c'est que si on est opposant ou opposition, ce n'est pas pour voir tout en noir, non. Dans ces pays, nous sommes très mal habitués de penser qu'un opposant est un démon et celui qui est au pouvoir, c'est un saint. Ou celui qui est au pouvoir, c'est un démon et celui qui est opposant, c'est un ange. Nous devons cesser cette manière de faire la politique. Lorsque les actions d'État sont meilleures pour le bien-être de la population, nous devons dire OK. Et donc, tout ce que nous voulons, c'est que la valeur des francs congolais soit restaurée, mais que ce ne soit pas des mesures politiquement de consommation de l'opinion. Donc, que ce soit des mesures qui vont nous permettre, n'est-ce pas, à stabiliser notre monnaie. Et la Banque centrale n'est pas seulement l'autorité monétaire, mais elle est aussi la conseillère, que je dis en termes d'institution. Donc, représentée par les gouverneurs, qui est le conseiller du gouvernement. Donc, qu'on puisse donner les mesures qu'il faut pour accompagner cette valorisation dont l'on veut, à ce que le franc congolais prenne de la valeur. C'est bien bon, mais tant que les mesures d'accompagnement
déproduction, déstabilisation de notre système économique n'est pas prise plutôt en termes de mesures, et là, ça sera que de la consommation de l'opinion. Et demain, ça va monter. Comme M. Félix Tshisekedi lui a été toujours non informé, je n'étais pas informé, et la montée des dollars n'est pas mon problème. Et est-ce que c'est mon problème? Donc voilà. Voilà, maître... Oui, bon, je voudrais aussi réagir par rapport à cet état des choses. Je pense que je félicite mon co-débatteur parce qu'il a été, encore une fois, un peu sincère. Alors, son président n'a fait que la natte des autres. Par là, je vais dire quoi? Il a repris ce que Tshisekedi disait en son temps. Oh. Tshisekedi parlait de la diversification, diversification économique. Donc, il faisait allusion à l'agriculture. Mais il n'a jamais fait. Tout ça. Il n'a jamais fait. Alors, lui, quand il fait, maintenant qu'il y ait des mesures d'accompagnement. C'est rien. Je ne sais pas. Non, mais parce que la Banque centrale est en train de travailler là-dessus. Et surtout que c'est elle qui gère cette politique monétaire. Nous osons croire. Et c'est que moi, je voudrais demander également aux autorités habilitées. Ça serait également votre mot de la fin également. Vous regardez cette caméra à propos de tout ce que nous avons dit. Une stabilité monétaire. Vous pouvez me ramener un peu la parole. Voilà, nous sommes à la fin. Et cette caméra est à vous. Vous allez vous adresser à tout ce qu'on a dit. Nous avons eu à exploiter tout ce qu'on pourrait exploiter. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Regardez cette caméra, votre mot de la fin, vous allez vous résumer tout ce qu'on peut retenir de vous au cours de cette émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mon mot de la fin, je m'adresse au peuple congolais. Ici, je fais allusion également à tous ceux qui sont victimes de guerres, d'atrocités dans la partie orientale de notre pays, de continuer encore une fois de croire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis et dans les jours qui viennent, ils vont retrouver la paix durable. Et à vous aussi, messieurs les journalistes, merci infiniment pour m'avoir invité sur ces beaux plateaux. Et nous pensons que nous sommes humains. Et nous demandons à vos téléspectateurs qui ont été vexés d'une manière ou d'une autre par nos propos et de nous en excuser. Nous sommes humains. Peut-être qu'il y a eu des choses qu'ils n'ont pas aimées. Alors ils doivent comprendre qu'ici c'est un débat républicain. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas que nous connaissons mieux que eux. Non. Le problème ici, c'est que nous avons eu la petite chance d'être sur ces plateaux pour partager les mêmes idées ensemble avec eux. Merci beaucoup. Je suis content de votre participation. C'est une première. Nous rappelons à ceux qui nous suivent. C'est d'abord un plaisir pour moi de vous avoir eu sur ces plateaux. Je suis tellement comblé. Vous avez brillé par votre savoir-faire, savoir-dire. Merci. Je suis tellement content. Alors, Maître Béni, vous avez également le droit de prendre votre mot de la fin. Vous allez regarder cette caméra qui est devant vous. Vous allez résumer tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Un mot de la fin, un message clair à toute la population congolaise qui vous a suivi. Et pourquoi pas, laissez-moi quand même terminer mon allocution quand même. Vous ne voyez pas comment je suis content parce que l'émission a été à la hauteur. Je suis tellement content et reconnaissant, comme j'ai dit à Maître Papi. Je vous dis également merci d'avoir brillé par votre savoir-faire. Je ne pense pas que ça sera une dernière, c'est une première. Alors, un mot de la fin, vous regardez la caméra qui est là, vous allez vous exprimer également. Je tiens à vous dire sincèrement merci. Merci à mon co-débatteur pour le débat républicain. Et merci à nos compatriotes qui nous ont suivis. Et tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous ne sommes pas plus intelligents que vous. Nous sommes là pour honorer et faire le bien de la République. Si vous avez quelque chose, des remarques, envoyez-le auprès du journaliste, il va nous dire. Mais ici, j'appelle à nos Congolais, nos compatriotes congolais, venez à l'Alliance pour le changement, adhérez massivement. Venez adhérer, c'est le parti de la rupture. Vous allez aimer ce que nous avons déjà prévu pour ce pays. Et faites confiance à Jean-Marc Abound. Il est l'homme du pouvoir qui connaît comment surmonter le pouvoir. Et il se prépare pour que nous puissions faire bien les choses dans les jours à venir. Et nous, ses camarades de lutte,
Nous nous préparons à une bonne gestion orthodoxe de ces pays dans les jours à venir, pas des décisions mal placées, tout comme on voit un ministre de l'Intérieur qui dit pas de moto à Gombe dans la bouche, sans aucune décision administrative, et on se demande sur quelle base légale il se passe. Donc nous voulons gérer le pays autrement. Merci encore, nous sommes disposés. Et je présente aussi mes excuses à vous parce que ça fait plus de 5 fois que j'ai reporté vos invitations. Okay. Mais je crois que nous allons toujours nous forcer à être là. Et votre métier est tellement exigeant, je vous comprends, les excuses acceptées, et nous espérons que vous serez de notre très prochainement. Gédéon Kairos a réalisé cette émission, il a également été à la prise de vue. Comprenez s'il y a eu quelques ratés. Il est seul au four et au moulin. Nous lui disons merci pour ce travail acharné, abattu. Je suis Thomas Makongo, le cerveau penseur au service du savoir. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de ces magazines décryptage. D'ici là, restez branchés au programme de One Way Télévision. Mesdames et messieurs, au revoir. Merci.